Bonjour à tous, donc nous allons continuer notre formation ISTQB testeur certifié niveau fondation avec les 7 principes généraux des tests. Et donc, je vais vous les expliquer dans cette partie de notre formation. Le premier principe, c'est que les tests montrent la présence de défauts et pas leur absence. Le deuxième principe, c'est que les tests exhaustifs sont impossibles. Le troisième, c'est que tester tôt économise du temps et de l'argent. Le quatrième, c'est le regroupement de défauts. Le cinquième, c'est le paradoxe du pesticide. Le sixième, c'est que les tests dépendent du contexte. Et enfin, le septième, c'est l'absence d'erreur est une illusion. Mais allons-y en détail dans chacun des tests. Donc, en fait, les tests peuvent prouver la présence de défauts, mais ne peuvent pas en prouver l'absence. Donc, les tests, en fait, finalement, révèlent la présence des défauts. Et les tests aussi, mais ne peuvent pas prouver qu'il n'y a pas de défaut dans notre logiciel. Donc, les tests réduisent la probabilité que des défauts restent cachés dans le logiciel. Même si aucun défaut n'est découvert, même si aucun défaut n'est trouvé par vos tests ou par vos testeurs, ce n'est pas une preuve que tout est correct. Et ça, c'est très important. Donc n'allez pas sur la base que parce que vous ne trouvez plus d'erreur, que votre logiciel est parfait. Okay? Et nous allons au deuxième principe. Deuxième principe dit que les tests exhaustifs sont impossibles. C'est-à-dire qu'on pratique tester toutes les combinaisons d'entrée, toutes les combinaisons de sortie, de résultats, de préconditions, ce n'est pas faisable, sauf peut-être pour certains cas triviaux. Donc, plutôt que de chercher à faire des tests exhaustifs, donc il faut plutôt procéder par une analyse de risque pour pouvoir orienter finalement l'effort de test, d'accord, pour pouvoir tester un sous-ensemble qui va déterminer par rapport aussi aux techniques que vous allez utiliser et aux priorités que vous avez dans le projet. Prenons le cas d'une calculatrice. Pouvez-vous tester toutes les combinaisons possibles d'opérations? Non seulement vous avez les opérateurs différents, les opérateurs peuvent être combinés et en plus vous avez des nombres, vous avez une infinité de nombres flottants, c'est-à-dire à virgule, de nombres décimaux, de nombres réels. Est-ce que c'est réaliste de se dire on va faire tous les tests possibles? Eh bien, dans 50 ans, je ne suis même pas sûr qu'on serait arrivé. Donc, vous voyez, donc, dans ce cas, il faut faire une analyse des risques et éventuellement combiner, par exemple, des catégories donc d'opérations. Peut-être, par exemple, vous allez faire prendre des opérations qui ont deux opérateurs, d'autres ont peut-être 3, d'autres ont peut-être 50, etc. Voilà, pour essayer de tester des limites. Bon, il y a des techniques pour cela. Et le troisième principe, c'est tester tôt économise du temps et de l'argent. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente, par exemple, qu'on avait plus de 20% de défauts qui étaient présents déjà au niveau des spécifications. D'accord? Au niveau des spécifications, on peut déjà avoir des ambiguïtés et ces ambiguïtés vont se retrouver dans des spécifications détaillées et qui finalement vont être développées par les développeurs et introduites dans notre code alors que les spécifications sont ambiguës et en fin de compte, on se retrouve avec des défauts qu'on n'aimerait pas avoir dans notre logiciel. Voilà pourquoi il y a des tests statiques qui sont nécessaires et aussi des tests dynamiques. Et il y a une réduction de coûts parce que plus tôt on découvre une erreur, plus facile c'est de la corriger. D'accord? Plus facile c'est de la corriger. Ici, vous avez une courbe qui vous montre, par exemple, ici le coût d'un changement avec l'étape dans le développement logiciel. Vous voyez ici au niveau des exigences, le coût est encore bas, mais si vous le trouvez en production, vous voyez, on a déjà un coût qui a augmenté exponentiellement à ce niveau. Donc, il faut appliquer ce qu'on appelle le shift left, c'est-à-dire tester le plus tôt possible dans votre processus de développement. Donc,
Le quatrième principe, c'est celui de regroupement de défauts. Donc, au niveau des regroupements de défauts, il s'agit du fait qu'un petit nombre de modules contient généralement la plupart des défauts qui vont être découverts lorsque vous allez tester avant la livraison, avant la release, ou que un petit nombre de modules, donc de votre application du logiciel, vont être responsables de la plupart des défaillances en exploitation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cibler l'effort de test. Cibler l'effort de test par rapport à des regroupements prévisibles de défauts ou des regroupements réellement observés. C'est-à-dire si pendant l'activité de test, vous vous rendez compte que le test de certains modules a tendance à produire des défauts, à causer des défaillances, alors il faut cela est une indication qu'il faut multiplier les cas de test sur ces modules-là. Oui, parce que ça peut être dû au fait qu'il y a un algorithme qu'il faut implémenter au niveau de ce module et cet algorithme est complexe et du coup, les développeurs ont du mal à trouver les bonnes stratégies pour l'implémenter, par exemple. Et finalement, il y a peut-être des erreurs systématiques qui s'immiscent. Donc, vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il faut regarder les regroupements observés, aussi les regroupements prévisibles. Pourquoi prévisibles? Vous avez peut-être travaillé sur des projets similaires ou bien l'entreprise a déjà eu des projets similaires pour le développement de ce type de logiciel. Et là, vous avez observé par le passé que certains modules relatifs à certaines composantes ont tendance à causer des défauts. Eh bien, vous pouvez le prendre en compte simplement dans l'analyse de risque et orienter l'effort de test. Et le cinquième principe, c'est celui du paradoxe du pesticide. Nous avons tous fait l'expérience, éventuellement, peut-être pas tous, certains d'entre vous, lorsque vous utilisez un pesticide pour combattre certains insectes, pour combattre une certaine race de parasites, au bout d'un moment donné, malgré l'utilisation du pesticide, vous vous rendez compte que vous retrouvez certains vivants. Eh bien, c'est ça, le paradoxe du pesticide, c'est qu'au bout d'un moment donné, eh ben, cette espèce d'insecte va développer en fait une résistance. D'accord, soit par mutation ou bien autre chose. Eh bien, c'est le même cas dans le domaine du test, c'est-à-dire si on répète plusieurs fois les mêmes tests, le même ensemble de cas de tests finit à un moment donné par ne pas détecter de nouveaux défauts. Et ça, c'est que les tests deviennent inefficaces. D'accord? Mais ils contribuent toutefois à réduire les régressions. Les régressions, c'est le fait que, eh ben, le fait de refaire les mêmes tests, ça nous permettra de savoir qu'on n'a pas cassé quelque chose dans le code, même suite à une correction de bug. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire pour améliorer, l'efficacité de nos tests, c'est de rajouter de nouveaux tests. D'accord? Rajouter de nouveaux tests, modifier les tests existants, varier les données des tests, rien que ça peut changer beaucoup de choses et mettre à jour nos tests régulièrement, donc les adapter. Donc, il y a quand même un effet positif lorsque vous avez le paradoxe du pesticide, c'est que vous assurez une certaine stabilité de votre logiciel. Vous prouvez qu'il y a une durabilité, qu'il y a une solidité donc de votre logiciel parce que ça vous permet de rentrer en fait une résistance à ce que des nouvelles modifications du logiciel n'aient introduit des défauts dans d'autres parties. Et là, effectivement, là, vous les détecterez lorsque vous avez des tests répétés. Le principe 6, c'est celui que les tests dépendent du contexte. Et oui, les tests vont dépendre du domaine d'activité. Ça peut être dans le domaine automobile ou bien dans le domaine de l'e-commerce. Vous voyez, tester des logiciels qui vont être utilisés dans les différents domaines va impliquer des stratégies différentes. Ça peut aussi dépendre de l'environnement. Si vous testez une application web ou si vous testez une application embarquée dans un hardware, eh ben, ça va être différent. Eh ben, les tests aussi vont dépendre de la méthodologie. Il y a des méthodologies agiles, par exemple, ou bien d'autres méthodologies. Et bien, particulièrement, la manière de tester va aussi être différente aussi du projet. Quel est le temps que vous avez, le budget, l'équipe que vous avez, est-ce qu'elle est expérimentée ou pas. D'accord? Donc, si vous voulez tester un avion de 300 places, d'accord, qui va faire des longs courriers, vous n'allez pas du tout le tester de la même manière que vous testez un site de jeux vidéo en ligne. Voilà, donc là, c'est le domaine en termes d'environnement. Si vous testez sur un ordinateur Windows, ce ne sera pas la même chose si vous testez sur un ordinateur qui a le système d'exploitation Linux, ou bien système embarqué Arduino, ou bien
ou bien un autre. En termes de méthodologie, si vous êtes dans un développement séquentiel, vous n'avez pas testé de la même manière que si vous êtes dans une méthodologie agile. D'accord? Et selon le budget que vous avez, les risques que vous avez sur le projet. D'accord? Donc, le test dépend du contexte. Le test dépend du contexte et ce principe va vous suivre tout au long de vos activités de test. Voyons enfin le septième principe, c'est l'absence d'erreur est une illusion. Et oui, il y a des organisations qui ont des fausses attentes. En fait, des attentes, tu veux dire, irréalistes. Ils s'attendent à ce que leurs testeurs vont trouver tous les bugs possibles de leur logiciel et que tous les bugs possibles de leur logiciel peuvent être corrigés. Eh bien non, ces attentes sont irréalistes. D'accord? Même si le test vous permet de trouver et corriger un grand nombre de défauts, eh ben, cela ne garantira pas que votre système sera valide ou que votre logiciel sera accepté par les utilisateurs finaux. Ici, voilà cette image que je vous mets ici. Vous voyez, imaginons que l'utilisateur final a décrit ici cette échelle-là sur la branche. Et vous voyez, avec la compréhension que le business analyst va avoir, et ensuite, vous voyez, l'information va être transmise d'autres personnes. En fin de compte, on se rend compte que ce que l'utilisateur initial avait décrit de ce qu'il voulait, avec le temps, ça peut évoluer et que finalement, il a peut-être juste besoin d'une roue attachée à une branche. Vous voyez? Donc, donc, ce n'est pas une garantie que le système va être accepté si on n'a pas d'erreur, d'où la nécessité même de faire des tests qu'on dit des tests d'acceptation, valider que les exigences que l'utilisateur attend sont vraiment celles qui ont été implémentées. Et même parfois au niveau de est-ce que la performance même du système finalement va aussi satisfaire l'utilisateur final. Vous voyez, autant de paramètres qui en fin de compte, bien que votre logiciel n'ait pas d'erreur, peuvent entraîner l'échec donc d'un projet logiciel. Donc voilà, ce sont les 7 principes que vous devez considérer dans vos stratégies de testeur, que vous devez prendre en compte lorsque vous testez. Ils ont été proposés sur une expérience de plus de 50 années, d'accord, dans le domaine du test logiciel et qui prouvent, qui apportent encore des preuves aujourd'hui et qui vont vous donner la possibilité d'identifier, de détecter encore plus de bugs et de contribuer ainsi à remonter une information intéressante vers les parties prenantes et ceux qui prennent les décisions par rapport à la release, à la publication du logiciel. Voilà, si vous avez besoin de formation ou de formateur ou de matériel de formation, n'hésitez pas à contacter Epignosis Center. Nous donnons rendez-vous dans la section 1.4 avec le processus de test.